Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Décideur Patrimoine pour cette nouvelle édition de l'Effet Patrimoine consacrée au CGP qui s'exporte à l'international. Alors est-ce qu'on peut développer son cabinet en gestion de patrimoine au-delà des frontières françaises? On sait que le marché français est extrêmement dynamique, mais que se passe-t-il du côté de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg ou peut-être ailleurs? C'est ce qu'on va voir avec nos experts, nos invités. On est ravis d'accueillir Sandrine Jeunet. Bonjour Sandrine. Bonjour Fabrice. Vous êtes associée fondatrice du groupe Allen. Allen, ça regroupe Cara Capital et Eden Family Office. C'est bien ça? Oui, c'est ça, absolument. Cara Capital, c'est une activité qui existe depuis 18 ans de gestion de patrimoine, gestion privée. Et Eden Family Office est plus récent et ça fait donc 4 ans que nous sommes sur le marché du multifamily office. Voilà, et avec des expatriations, en tout cas on va en discuter avec vous. Vous allez tenter l'aventure hors des frontières. Christophe Achard, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé d'Intuité. Oui, que fait Intuité pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Alors Intuité exerce depuis 23 ans qu'un seul métier, le métier de family office. Nous l'exerçons depuis l'origine de façon en étant 100% indépendant et nous sommes situés à l'international depuis également l'origine, depuis 2001 où nous avons créé des filiales opérationnelles en Suisse, à Luxembourg et en Belgique. Voilà, on va voir quels sont les enjeux. Et puis, notre managing partner de Newco Corporate Finance, Jean-Louis Duvernay-Guichard. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous vous occupez de tout ce qui est fusion, acquisition, le M&A et aussi vous regardez du côté de l'étranger ce qui se passe. Évidemment, est-ce qu'il y a des fusions de cabinets ou des rapprochements entre différents pays? Alors, effectivement, pour l'instant, les opérations ont été encore assez rares. Effectivement, Cara était précurseur dans ce domaine, mais c'est une tendance que l'on voit qui va émerger. Effectivement. Alors on va, si vous voulez, commencer avec déjà les clients. Les clients français déjà. Les clients français, parfois ils s'inquiètent lors d'événements politiques ou géopolitiques pour dire tiens, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux mettre mon argent à l'étranger? Et puis il y en a certains même qui pensent carrément déménager, qui ont déjà déménagé, ou qui travaillent, ce sont les expats. Bref, il y a une cible, Sandrine, qui est de tous ces Français à l'étranger. Est-ce que c'est une clientèle que vous allez rechercher en particulier? Oui, alors c'est une clientèle effectivement qui est présente depuis plusieurs années maintenant et je pense que c'est une méga tendance en fait. Le fait que beaucoup d'étudiants partent faire leurs études à l'étranger, rencontrent potentiellement leur futur époux, leur future femme à l'étranger, partent en expatriation, créent des boîtes à l'international. Nous, on a une clientèle aussi bien chez Cara que chez Eden qui est très internationale, beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas vraiment la même vision des frontières que nous avons, nous, peut-être en France. Oui. Et puis après, il y a effectivement des périodes politiques et des interrogations, comme c'est un peu l'actualité aujourd'hui, qui vont peut-être accélérer les réflexions. Mais je pense qu'au-delà de cette période politique, il y a vraiment une tendance de fond. Et pour moi, l'accompagnement des clients passe par le fait de pouvoir les accompagner dans leurs sujets internationaux. C'est intéressant, donc on peut avoir des porteurs de projets ou des créateurs d'entreprises qui font leur fortune finalement, on peut imaginer en nombre de la tech ou d'autres entreprises, mais quand même qui pensent à vous, qui pensent à conserver un conseiller en gestion de patrimoine franco-français. En fait, à partir du moment où les clients ont un pied en France, ça peut être des enfants, des parents, un bien immobilier, un business, et qui partent à l'étranger, ou alors l'inverse évidemment, oui. On va avoir des problématiques transnationales qui vont générer plein de sujets sur le régime matrimonial, qu'est-ce qui se passe en cas de séparation, sur évidemment beaucoup sur la planification successorale, des sujets civils et des sujets fiscaux. Et c'est très important pour eux d'avoir un conseiller qui connaît à la fois le droit international privé, mais qui est capable de connaître aussi les droits comparés des différents pays dans lesquels ils sont situés. Et donc la présence à l'international, je pense, permet ça. Et je pense que Christophe, à mon avis, fera en phrase sur le sujet. C'est plus facile d'accompagner un client entre deux pays quand on est présent dans les deux pays, qu'on a une vraie compréhension locale, qu'en étant purement franco-français. Alors Christophe Achard, justement, chez Intuité, vous l'avez dit, vous êtes depuis l'origine sur les deux tableaux, mais plus particulièrement en Suisse. Pourquoi la Suisse ? Ou pas particulièrement en Suisse, comme je vous l'ai dit, on s'est installé opérationnellement en Suisse, à Luxembourg et en Belgique. Suisse, c'est historique, c'est parce que j'étais moi-même résident en Suisse pendant nombreuses années et donc c'était l'occasion de cumuler, quand on a démarré Intuité en 2001, d'ouvrir à la fois à Paris et à la fois à Genève, aussi par l'histoire professionnelle des associés, des directeurs de l'époque, qui étaient également entre différents pays. On accompagnait déjà des clients
qui avaient du patrimoine à l'étranger et ou qui s'étaient délocalisés, et des gens qui étaient de nationalité non française, mais belge, suisse, et qu'il fallait les accompagner à partir de la Suisse. Là où je rejoins tout à fait ce qu'a dit Sandrine, c'est que pour moi, notre métier du Family Office, il n'est pas envisageable sans avoir à minima une vision européenne. Et aujourd'hui, il n'y a pas un patrimoine, honnêtement, qui n'est pas également investi quand vous êtes résident fiscal français. Mais c'est la même chose quand vous êtes résident fiscal belge ou fiscal suisse. Vous avez un patrimoine aujourd'hui qui est investi en Europe et en dehors de l'Europe. Et il faut pouvoir être capable, en effet, de l'accompagner. Alors nous, on a choisi de s'implanter localement et de ne pas traiter tout à partir de Paris, tout simplement parce que nous avons des clients qui sont également des nationaux belges, suisses, etc. Et qu'il faut s'adapter à la culture locale, il faut s'adapter à l'environnement et aux problématiques d'ingénierie financière qui sont différentes que de celles que nous vivons en France ou que nous voyons avec le prisme français à l'international. Alors je le disais, dans l'actualité récente, on a eu donc cette dissolution surprise. Voilà, un espèce de chiffon rouge qui a été agité et qui a fait peur à certaines personnes qui se sont dit « oulala, on risque d'avoir de nouvelles lois un petit peu punitives pour son épargne et son patrimoine ». Est-ce que certains ont franchi le pas, là juste sur l'épiphénomène de cette dissolution, ou est-ce que finalement c'était un mouvement un peu de panique où on se prépare quand même pour certains à migrer son patrimoine vers des fiscalités peut-être plus pérennes dans le temps? Alors nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup d'interrogations quand même, effectivement, sur des patrimoines un peu conséquents, de se renseigner pour comprendre quelles sont les options en Europe principalement. Mais pour le moment, c'est à l'état de réflexion. Il y a des consultations avec des avocats fiscalistes et même nous en interne, puisqu'on a un fiscaliste international au sein du cabinet. Au-delà de ça, il y a un fléchage de l'épargne, je trouve, qui a tendance à aller plus vers les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Oui, on a vu une ruée d'ailleurs. Mais en fait, on a l'habitude, c'est pas la première fois qu'on a une vague comme ça. Et c'est vrai que le Luxembourg, l'investissement de son épargne au sein d'un contrat luxembourgeois peut être une première étape dans une réflexion d'ouverture potentielle à l'international. Voilà. Certains se disent, c'est vrai, on l'entend, une certaine inquiétude. Alors peut-être pas là pour tout de suite, le nouveau gouvernement, mais 2027 avec une alternance, on ne sait pas trop quelle pourrait être la fiscalité. Et donc certains se préparent déjà. On se prépare, mais on ne franchit pas encore le pas, si je comprends bien. Christophe? Oui, moi je dirais qu'il y a une inquiétude, qui est une inquiétude en effet fiscale, où on se demande comment la fiscalité va évoluer. Il n'y a pas simplement une inquiétude fiscale, Luxembourg d'ailleurs, le mouvement fléchage de l'épargne dont vous parliez en fait partie. Il y a aussi une inquiétude financière, une inquiétude solvabilité des différents prestataires, des établissements, et la volonté de diversifier ses actifs pour justement éviter de faire face à des faillites en chaîne et à une crise bancaire ou financière plus importante. Oui. Donc il y a une inquiétude, il y a une réflexion. Comme je vous le disais, de toute façon, nous, Intuité, il y a 60% de notre clientèle qui n'est déjà plus résidente fiscale de France et qu'on traite à travers nos filiales opérationnelles étrangères. Donc c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, mais les clients français s'inquiètent, se posent des questions. En matière de diversification, pour diminuer leurs risques, vont déjà prendre un certain nombre de décisions, mais les départs hors de France sont beaucoup plus limités, sont encore en réflexion. Ouais. Faut vous dire moins limités qu'à une période. Oui, beaucoup moins. Il y a même des gens qui reviennent. En 97, enfin 97, il y a eu une vraie vague de départ. Là, c'était un truc incroyable, c'était l'exode. Là, aujourd'hui, il y a une inquiétude. On vient de vivre quand même un certain nombre d'années avec une stabilité fiscale, une visibilité plus importante. L'ISF a été supprimé, le Dutreil continue à fonctionner, le prélèvement forfaitaire continue à finalement être quelque chose d'accepté par la majorité de nos clients, et donc une stabilité qui a permis aux gens soit en effet de rester, soit à certains de rentrer. Parce que la dernière chose que je veux vous dire, c'est qu'un départ hors de France, quitter sa résidence fiscale française, c'est pas une démarche anodine. On fait pas ça sur un coup de tête. Oui. On peut de temps en temps faire ça sur un coup de tête, mais on le regrette généralement et on revient. Il faut savoir que ça a des implications. On n'a plus le même écosystème, on n'a plus les mêmes relations sociales, on part vivre à l'étranger, c'est un pays différent. Alors on peut dire qu'en pays européen on se ressemble, mais il y a quand même des différences importantes. Et donc c'est un vrai choix qui mérite réflexion, qui a des conséquences personnelles, fiscales, patrimoniales, de transmission, et qui ne se fait pas... Changement de résidence fiscale, je passe souvent le contrôle, c'est toujours 6 mois minimum dans le pays où
Alors, non, je crois pas qu'on... comme ça. C'est pas la première. Non, C'est c'est pas la exactement ça. première Il faut règle. qu'il y ait qui prime. En fait, l'activité économique. Hein. En fait, il y a un article du Code général des impôts français, l'article 4B, qui détermine qui est résident fiscal français. Donc, le premier élément de cet article, c'est où est votre foyer. Donc déjà, quand on parle de foyer, si on est marié, qu'on a des enfants, où vivent vos enfants, où vit votre épouse. Donc en fait, on commence par regarder le droit interne de la France, qui ne fait pas du tout mention de ces éléments, de combien de jours, dans quel pays. Et ensuite, on regarde le droit interne du pays dans lequel la personne est partie s'installer. Et c'est uniquement quand il y a les deux pays qui réclament la propriété du contribuable qu'à ce moment-là, on regarde la convention fiscale. S'il y a une convention fiscale entre les deux pays, et quand il y a une convention fiscale entre les deux pays, il y a un certain nombre de critères qu'on passe les uns après les autres. Et dans ces critères, il y a ces fameux 6 mois, voilà, dont tout le monde parle. Mais en réalité, c'est une vue un petit peu par le petit bout de la lorgnette, si je puis me permettre. Non, et ce serait dangereux d'avoir cette vision-là. Parce qu'en fait, d'abord, ça dépend des pays où on part s'installer. Et puis, ça dépend d'une situation. Est-ce que vous êtes marié avec des enfants? Est-ce que vous êtes marié même sous quel régime matrimonial? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des divorcés fiscaux. Si vous êtes marié en séparation de biens, on peut avoir des résidences fiscales dans des pays différents. Donc, tous ces sujets-là, c'est des sujets qui nécessitent, je pense, d'avoir en tout cas, au moins un accompagnement par un spécialiste de ces problématiques, parce que c'est un peu plus compliqué que ce système de jour dans chaque pays. Oui, et votre activité professionnelle. Où exercez-vous l'activité? Il y a l'activité, le centre des intérêts, il y a beaucoup de choses. Mais voilà. Et comme vous dites, c'est vrai que pour les États, souvent, en plus, quand les patrimoines sont importants, c'est une manne qui s'en va ou qui arrive dans le pays. Et donc, l'État français est très attaché à ses contribuables. Oui, on veut les garder, bien évidemment. Absolument. On en a besoin de ces contribuables. Surtout, on a tout fait aussi pour les attirer. On a tout fait aussi pour faire en sorte que les contribuables étrangers viennent en France. Par exemple au départ, le Brexit a fait en sorte que la France a voulu participer à l'attrait de la place financière, au renouveau de la place financière, et donc l'attrait de certains contribuables étrangers venant vivre en France. L'Italie, la Suisse un certain temps avec le forfait, l'Italie a sorti des mesures permettant justement à des contribuables étrangers de venir s'installer dans leur pays en bénéficiant pendant un certain temps davantage. Ouais, chaque pays drague, entre guillemets, effectivement, ces contribuables, futurs contribuables fortunés pour évidemment aider l'économie du pays. Jean-Louis Duvernay, vous avez fait beaucoup président fiscal français. Oui, on précise. Ah oui, c'est une grande chance France, pour la France. Avec Newco, donc, qui s'occupe, on le disait justement, du M&A, de ces fusions-acquisitions. Vous avez beaucoup fait d'allers-retours avec Londres, que vous connaissez bien, mais vous avez vécu là-bas. J'ai vécu 12 ans à Londres. Ouais. Avec aujourd'hui, ils reviennent, nos amis, en tout cas beaucoup de Français qui reviennent. Oui, le Brexit a changé effectivement la physionomie de Londres, et à un moment donné on disait que c'était, je ne sais plus, la 7e ville de France, je crois, Londres. Et effectivement maintenant c'est un petit peu plus compliqué de circuler entre les deux pays. Et voilà. Vous, vous qui êtes spécialisé justement et qui regardez ces mouvements, on le disait, pour l'instant ça paraît assez marginal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup à faire sur la France. On a vu dans une précédente émission qu'on vous engage bien sûr à regarder que l'écosystème des CGP en France, des conseillers en gestion de patrimoine, est extrêmement dynamique, beaucoup de fusions, d'acquisitions et puis de nouveaux cabinets qui se créent. Pour autant, est-ce qu'il y en a qui franchissent le pas, qui viennent voir en disant tiens, moi je voudrais faire une consolidation peut-être transfrontalière, avec aller explorer un peu, aller étendre mon terrain de jeu? Oui, tout à fait. On l'a dit, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'adossement au fonds de private equity, la consolidation, maintenant le rapprochement entre les plateformes intermédiaires. Et la prochaine étape, c'est l'international. Alors l'international, il y a plusieurs manières d'y aller. Il y a suivre les expatriés français, même qui sont toujours résidents fiscaux français. Il y a les Français qui ont quitté le pays. Alors l'international, ça peut être effectivement la Belgique, le Portugal, la Suisse. À un moment donné, Londres était aussi, et elle est toujours, il y a toujours des Français qui travaillent à Londres, qui reviendront à un moment donné en France. Donc il y a vraiment une clientèle aussi à adresser à Londres. Donc il y a des Français à l'étranger. Et puis après, il y aura encore une phase ultime, c'est aller faire le métier de gestion de patrimoine avec des locaux dans d'autres pays. Donc la première phase, entre guillemets, plus facile, intuitive, c'est d'aller chercher les Français qui ne sont plus en France, et dans un deuxième temps. Et ça, c'est plus poussé par les fonds qui rentrent au capital des CGP, qui veulent créer des groupes un peu moins franco-français et plus internationaux.
Et Bien donc, effectivement, on voit qu'il y a certains CGP en Allemagne, il y a les promotories en Italie, il y a les RM en Suisse. Donc, il va y avoir indéniablement un mouvement à un moment donné. Alors, est-ce que ce sera acheter des petits cabinets pour mettre un pied, gagner de l'expertise, pouvoir parler, avoir un dialogue avec les clients, ou est-ce que ce sera vraiment des gros rapprochements de plateformes, une grosse plateforme allemande avec une grosse plateforme française. Ouais, à voir. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Sandrine Jeunet, vous connaissez bien, par exemple, la Belgique, mais il faut dire qu'on n'a pas du tout la même culture financière, on n'a pas les mêmes attentes. Comment ça se passe chez nos amis belges, par exemple? Oui, alors c'est vrai, et comme d'ailleurs le disait très justement Jean-Louis tout à l'heure, il n'y a pas une Belgique en fait, hein, il y a 3 Belgiques. Il y a Bruxelles, la Wallonie, la Flandre. Et ce sont des cultures qui sont très différentes. Nous, effectivement, on a intégré un family office qui est à Bruxelles il y a 2 ans. Et je pense qu'on a eu 2 ans d'apprentissage, de compréhension du marché. En fait, quand on s'installe comme ça à l'étranger, je pense qu'il y a un certain nombre de points qui sont très importants à comprendre et à appréhender. Il y a le sujet évidemment réglementaire, compliance, qui est très très développé en Belgique, mais dans beaucoup de pays aussi, et qui est forcément un peu différent de la France, même si ça reste l'Europe. Il y a des éléments qui sont différents. Ensuite, il y a le sujet de connaissances techniques, de la fiscalité locale, de tout ce qui est civil également. Où moi, j'ai beaucoup travaillé avec le Royaume-Uni aussi. Il y a énormément de différences entre les différents pays. Donc ça, c'est un apprentissage pour pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne. L'investissement ne se fait pas au sein des mêmes enveloppes. En France, on a l'habitude de l'assurance vie, qui est vraiment le placement préféré des Français. On le dit tous les ans. Le couteau suisse, etc. En Belgique, l'assurance vie a une image très différente. Il y a des contrats de branche 21, 23 qui ne sont pas les mêmes et qui n'ont pas du tout la même image auprès du grand public. Ça ne présente pas les mêmes intérêts successoraux parce que la fiscalité successorale belge n'est pas du tout la même que la nôtre. Donc en fait, il faut se départir de tout ce qu'on sait quand on arrive à l'étranger. Et puis après, il y a un marché avec des distributeurs. Et moi, ce que je constate en Belgique, par exemple, c'est que la maturité du marché en architecture ouverte, qui est notre modèle, est vraiment embryonnaire. Et donc, on a un peu l'impression de faire un saut dans le temps et de revenir à un moment où les CGP, les multifamily office, les gens qui interviennent à côté des banques, en France, étaient très peu présents. Et donc, c'est un marché qu'il faut craquer. Il faut essayer de trouver comment pouvoir faire sa place et peut-être s'adresser à une nouvelle génération qui va être plus attachée à ce modèle. En résumé, Sandrine, vous nous dites la Belgique, c'est retour vers le futur au niveau de la gestion de patrimoine. Est-ce qu'on a aussi des compétences là-bas? Parce que c'est vrai que c'est important. Bien sûr, il y a beaucoup de compétences. Alors, ce n'était pas du tout une critique vis-à-vis de nos amis belges, loin s'en faut. C'est juste qu'il faut comprendre dans quel marché on évolue. Et en France, on a la chance, et j'en parlais aussi tout à l'heure, on a la chance d'avoir énormément d'étudiants qui sortent tous les ans de master en gestion de patrimoine, donc des gens qui sont formés, compétents, et qui ont envie de faire ce métier, et qui ont une vision de ce qu'est ce métier, et qui viennent nourrir les banques privées, les family office, les cabinets de gestion de patrimoine. Donc, il y a aussi des sujets comme ça en Belgique. C'est beaucoup plus difficile, par exemple, d'aller trouver des jeunes diplômés qui connaissent particulièrement ce métier. Donc, en fait, c'est tous ces sujets sur lesquels... on peut prendre aussi des jeunes diplômés. Et puis, on peut prendre des jeunes diplômés français, les amener en Belgique. Mais c'est vrai que nous, notre modèle, c'est aussi de travailler avec des Belges, des Wallons et des Flamands. Et donc, nous, typiquement, on a démarré cette phase de recherche de cabinets localement pour pouvoir développer notre activité avec des entreprises existantes sur le marché belge. Même question pour vous, Christophe Achard, du côté de la Suisse, que vous connaissez bien, parce qu'on se dit, bon, la Suisse, le pays de la banque, la finance, d'autres qualités évidemment, mais on se dit il y a une concurrence féroce et il y a même peut-être une préférence nationale, on entend souvent ça, qui fait qu'il y a des barrières à l'entrée, peut-être pour pénétrer ce marché suisse. Oui, il y a des barrières à l'entrée et il y a une préférence nationale, notamment à l'emploi. Donc, en tout cas, ils essayent. Mais permettez-moi juste de faire un petit retour en arrière par rapport à la concentration des métiers de la gestion de patrimoine. Là, on a mixé la fois l'état du marché et la volonté de se concentrer, de s'ouvrir à l'international des multi-family office et des CGP. Et pour moi, ce n'est pas exactement le même marché, ce n'est pas la même maturité, ce n'est pas le même service. Et donc, il y a quand même une maturité qui est pour moi très différente. Le métier du multi-family office, il a été créé réellement au début des années 2000. Intuité a contribué à la création de ce métier, on est parmi les premiers intervenants. Et donc, je dirais que ce métier a 20 ans et le nombre d'acteurs sur ce métier-là, à l'international
comme en France, était très restreint jusqu'à ces dernières années où ils se sont multipliés. Et donc ce marché aujourd'hui n'a pas la même maturité et la concentration dans ce secteur-là n'est pas encore, n'a pas atteint le même stade. Par contre, le métier en conseil en gestion de patrimoine est plus ancien, on pourrait dire qu'il a 30 ou 40 ans, si on inclut dedans les courtiers en assurance. Et donc, la concentration sur cette partie-là, et par contre, a vraiment démarré. Maintenant, les deux ne se sont pas encore, on en parlait juste avant le début, les deux, pour l'instant, ne se sont pas encore mixés et rapprochés. Je ne dis pas que ce n'est pas un chemin qui se fera, mais en tout cas, ce n'est pas encore le cas. Et vous parliez de la Suisse. La Suisse, là aussi, le marché est très différent. Il y a eu beaucoup de family office qui se sont créés depuis longtemps, depuis le début des années 2000, voire même des années 90. Et puis, il y a eu quelques multis, mais très peu, parce que les multis étaient avant tout des tiers gérants, ce qu'on appelle les sociétés d'asset management indépendantes tiers, qui incluaient un petit service de family office. Mais en fait, c'était initialement des tiers gérants. Le conseil en gestion de patrimoine en Suisse, il n'existe quasiment pas. Par contre, il y a pas mal de courtiers en assurance, où là, en effet, c'est un marché qui est en train de réfléchir à sa concentration et à ses regroupements. Mais le niveau de concentration de ces différents segments de marché est très différent en fonction de leur maturité et du nombre d'acteurs. Et en Suisse, par exemple, le multi-family office aujourd'hui, pour des gens qui sont pure players et dans un positionnement très puriste, c'est-à-dire n'ayant pas d'autre activité que le métier de conseil, il est quasi inexistant. Il n'y a pas de rapprochement. Mais ça ne répond pas, à la question exactement. Non, mais ça veut dire que c'est intéressant, on peut continuer là-dessus. C'est-à-dire que la consolidation à l'international, pour l'instant, elle n'est pas vraiment d'actualité. On n'a pas encore de grande consolidation. Vous le disiez, ça va peut-être... Personnellement, je ne la vois pas. Il n'y en a pas. Je ne dis pas qu'elle ne va pas arriver, mais... Oui, l'idée, c'est aussi d'anticiper un petit peu les mouvements et pas de les suivre, effectivement. Et donc, on pourra... C'est clair que c'est pas forcément une concentration, mais en tout cas, il y aura une diversification, il y aura un mouvement. Et puis aussi un échange de bonnes pratiques aussi entre les différents pays. Ce qui est intéressant, je reviens sur ce que vous disiez, Sandrine, c'est vrai que déjà on a des pays complètement différents, on a des attentes peut-être par rapport à son patrimoine qui sont différentes, la façon de le créer. C'est vrai qu'en France, schématiquement, on a d'un côté le patrimoine financier, l'assurance vie, tous les produits qu'il y a, et puis l'immobilier avec nos règles de défiscalisation plus ou moins bien acceptées et qui sont en train de bouger actuellement. Ça c'est le niveau 1. Après, évidemment, dans les family office, quand on a un patrimoine plus important, on a aussi des choses. Mais ça peut être très différent d'un pays à l'autre. Et c'est vrai qu'on se dit par rapport peut-être à d'autres grands pays, je pense aux États-Unis, etc., c'est vrai qu'un acteur qui va arriver ou un fonds de private equity qui va arriver à se dire mais attendez, c'est une galaxie en fait, l'Europe, il y a autant de droits différents, etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident, de connaître toutes ces réglementations et puis après de le faire bien parce qu'on est quand même dans des métiers, je parle sous votre contrôle, qui est pour le coup intuitu personae, c'est-à-dire qu'on reste en lien avec son client. Oui, alors c'est vrai, le métier intuitu personae, mais c'est vrai aussi qu'on peut dans une entreprise développer des pratiques, avoir une espèce de... un peu comme un label qualitatif qui permettent d'assurer que le service rendu va être rendu d'une façon qualitative, quel que soit l'interlocuteur qui sera en face du client. Moi, je crois que les deux, en fait, ont du sens. La relation humaine qu'on a avec nos clients, et c'est le plus important, c'est la relation de confiance. Il faut se dire quand même que les clients qui nous confient le suivi de leur patrimoine, c'est un acte de confiance absolu. Et donc, c'est très important qu'il y ait cet intuitu, mais c'est aussi très important qu'il y ait des marqueurs qualitatifs dans les entreprises. Et c'est pour ça que moi, mon modèle, c'est plutôt un modèle de développement d'entreprise, parce que je pense que le fait de pouvoir organiser, structurer l'entreprise permet de mettre en place ces marqueurs qualitatifs dans l'accompagnement de l'ensemble des clients. Maintenant, effectivement, pour adresser un pays étranger, et par exemple la Belgique, mais aussi le Luxembourg ou d'autres, je pense que c'est essentiel de s'appuyer sur des gens localement qui font déjà ce métier, qui connaissent, qui sont présents, beaucoup plus que de se dire j'y vais. Et moi, j'avais fait une tentative en 2016 au Royaume-Uni, parce que j'aime beaucoup Londres et le Royaume-Uni, et je pense effectivement qu'il y a une clientèle intéressante. Et les problématiques transfrontalières sont très complexes, parce que c'est un pays qui, même quand il était dans l'Europe, était déjà dehors. On voit que c'est pas évident quand on vient de France si on n'a pas d'attache locale. Donc moi je crois que pour s'installer à l'international, il faut aller chercher des gens qu'on trouve qualitatifs dans leur approche, dans leur savoir-faire, et puis les convaincre de la nécessité d'avoir une approche beaucoup plus internationale, au moins européenne,
que nous n'avons aujourd'hui tous, parce que je pense qu'en Belgique, ils n'ont pas plus une vision internationale que nous n'avons en France. Jean-Louis. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir, c'est que dans les multifamily office, on a déjà cette internationalisation. Parce qu'en fait, elle correspond au profil de leurs clients. C'est des clients qui sont mobiles, qui ont des familles qui peuvent être effectivement dans le monde entier, parce que les enfants étudient aux États-Unis, en Angleterre, et donc il peut y avoir des enfants dans plusieurs pays, le foyer fiscal dans un autre. Donc, et ce qui est important, nous on le voit aussi dans les négociations qu'on fait cross-border en fusion-acquisition, c'est de comprendre la culture des différents pays et d'avoir un interlocuteur central qui est capable d'avoir une vision un petit peu global et de dire bon ben voilà, votre fils il est là, vous êtes là, il y a peut-être des choses à faire, plutôt que le client doit finalement sortir du bureau, aller voir quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai, cette capacité à synthétiser, avoir une vision globale, et ensuite en s'appuyant sur des expertises locales. Mais c'est très important de pouvoir fournir cette transversalité aux clients. Si on se projette un petit peu justement dans les années à venir, vous voyez le développement, vous le voyez comment par exemple pour votre cabinet, vous allez essayer d'aller conquérir d'autres terrains de jeu, d'autres pays, ou au contraire consolider ce qui est déjà en place? Christophe Achard. Bon, nous avons depuis 23 ans déjà connu un fort développement. On a atteint par croissance organique finalement une taille aujourd'hui qui est très significative, alors relative par rapport à notre secteur d'activité, à notre positionnement, ce qui nous permet finalement de disposer de ressources financières, humaines ou techniques qui permet d'envisager toute croissance externe. Oui. Mais comme je le disais tout à l'heure, sur notre segment de marché, finalement, si Intuité est prêt, le marché ne l'est pas encore. Donc nous, en tout cas, nous sommes prêts à envisager une opération de croissance externe et on veut continuer notre développement par de la croissance organique et par de la croissance externe. Ouais. Ayant trouvé que le marché français comme international n'était pas encore prêt pour des opérations de croissance externe, on a choisi un autre axe de développement. On a choisi finalement de s'associer avec des multi-family office indépendants ou adossés avec lesquels on partageait un certain nombre de valeurs en joint venture sur des projets dédiés. Et c'est notamment, nous venons de créer une société joint venture qui s'appelle XA, avec un autre multi-family office adossé qui s'appelle Capitalium, et pour lequel nous avons développé une offre de services dédiée à des familles qui voulaient créer des mono-family office et tout un service d'incubation, comme pour les startups, de mono-family office, qu'on avait déjà créé en France il y a 6 ans et qui est en fort développement, et qu'on a intégré en Suisse en s'appuyant sur des experts locaux, parce que je partage tout à fait ce que vous avez dit. La culture n'est pas la même, et notre métier de family office a une dimension technique, une expertise technique, mais aussi se doit d'avoir une dimension humaine, et là il y a des références culturelles qu'il faut avoir et être proche des nationaux ou des locaux. Et pour vous, Sandrine Jeunet, la suite, c'est quoi? Alors nous, on a entamé déjà depuis quelques années des opérations de regroupement avec des cabinets sur la partie gestion privée. Et donc, c'est quelque chose qu'on souhaite poursuivre. Mais c'est vrai qu'on a une vision toujours chez Cara qui est d'abord qui après quoi. Donc, on n'a pas de plan établi sur des villes où on a envie d'aller en particulier. C'est vraiment les rencontres avec les dirigeants avec lesquels on se sent, on partage des valeurs, comme vous le disiez, on se sent en phase. On a fait des opérations sur la partie family office, puisque la Belgique, c'est un family office qui a intégré le groupe. Et puis, on a aussi un family office qui nous a rejoint il y a 1 an, français. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a l'intention de continuer en Belgique, au Luxembourg, et puis avec des réflexions sans doute vers le Royaume-Uni. Très bien, on verra ça peut-être dans une prochaine émission, on arrive au terme en tout cas de celle-ci, voilà les CGP à l'assaut de l'international, les cabinets on l'a vu en tout cas ça reste dans l'humain, ça reste aussi très justement des rencontres avant tout et être en phase. En tout cas un grand merci à vous trois, Christophe Achard, associé d'Intuité, Sandrine Jeunet, associée fondatrice du groupe Allen qui regroupe Cara Capital et Eden Family Office et enfin Jean-Louis Duvernay-Guichard, vous êtes managing partner de Newco Corporate Finance. À très bientôt pour un prochain numéro de l'Effet Patrimoine.